Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Vous êtes bien à La Voix d'Ambroise Paré. Aujourd'hui, c'est la 9e édition de Lire à l'hôpital. Nous effectuons les interviews des auteurs qui nous ont fait la gentillesse de venir passer l'après-midi avec nous et de faire des dédicaces tout le long du hall de l'accueil. Et là, je suis avec Thierry Coudert pour son livre Anglais excentrique. Thierry Coudert, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est que vous puissiez nous présenter en quelques mots votre parcours qui est très riche. Alors, mon parcours est très riche et n'a vraiment rien à voir avec les sujets sur lesquels j'ai publié des livres. Je fais une carrière, comme on dit, de haut fonctionnaire. J'ai été, pour l'essentiel, dans le corps préfectoral, sous-préfet, puis préfet de l'Eure et préfet de Seine-et-Marne récemment. Et j'ai aussi fait un peu de cabinet ministériel. Et à côté de cette carrière très, très classique, j'ai toujours cultivé un certain goût pour des sujets qui étaient liés à l'art, à la culture. Et donc, le livre dont on parle est mon troisième livre sur des sujets, je dirais, exotiques par rapport à mon profil très classique. Et alors justement, ce livre Anglais excentrique, on va en parler un peu plus en détail. Qu'est-ce qui vous a donné déjà l'idée d'écrire un livre sur les Anglais ? D'où vient cette passion, cette curiosité en tout cas, pour ce monde ? Alors, l'idée d'écrire un livre n'était pas tellement sur les Anglais, c'est que je me suis un peu par hasard intéressé à des personnages, sans doute parce qu'ils étaient anglais, sans doute parce qu'ils étaient excentriques, mais je me suis passionné pour tous les personnages, par exemple, du Bloomsbury Group, qui était autour de Virginia Woolf, qui a révolutionné avec Proust et Joyce la technique du roman contemporain au XXe siècle. Je me suis passionné pour un très grand photographe anglais, qui a été le photographe de la Couronne, mais qui a été aussi un photographe de mode, qui s'appelait Cecil Beaton, qui est un homme qui, en dehors de son œuvre photographique, a tenu des journaux sur la société de son temps, des années 20 jusque dans les années 70, qui était lui-même un excentrique. Et puis pour tous les amis de ces gens-là, c'était une société qui tenait des journaux quotidiens, qui échangeait beaucoup de correspondances. Et à chaque fois que j'allais à Londres, j'achetais les éditions que je trouvais de tous ces journaux, de tous ces échanges de lettres, etc. Et donc c'est parti d'un intérêt personnel qui a fait que, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de livre global sur ce milieu qui a joué un rôle très important entre 1890 et 1950 en Angleterre, qui était composé de gens de la bonne société, très bonne société, où l'excentricité est une marque de distinction supplémentaire. En France, l'excentricité, c'est un peu quelqu'un de peu foufou, de marginal, qui fait rire à ses dépens en tout cas. Alors qu'en Angleterre, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise toutes les règles de la bonne société. C'est souvent ses ancêtres qui les ont établies, mais qui précisément parce qu'il sait qu'il maîtrise ces règles peut se permettre de passer outre à tel ou tel. Et donc c'est un signe de raffinement supplémentaire et c'est très respecté. Donc je me suis intéressé à une société qui était peuplée d'excentriques dans cette première moitié du XXe siècle, mais où à chaque fois il y a eu des gens qui ont joué un rôle très important dans l'évolution de leur discipline au sein de l'Angleterre et qui eux-mêmes étaient tous connectés, se fréquentaient parce qu'ils avaient un certain nombre de goûts communs. Alors on y retrouve des personnages aussi mondialement célèbres que Churchill, que j'ai pas fait le 300e livre sur Churchill, mais j'étudie Churchill, en quoi il est excentrique et en quoi l'excentricité explique ce qu'il a apporté à la politique britannique et à la politique mondiale. On y retrouve Virginia Woolf et ses amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a révolutionné le roman. On y trouve la famille Strachey, qui sont les premiers introducteurs dans les années 20 de la pensée de Freud. C'était des gens qui avaient rencontré Freud à Vienne et qui vont faire pénétrer la psychanalyse en Angleterre. On y retrouve le plus grand économiste du XXe siècle, Keynes, que lui aussi, il y a eu des tas de livres, mais je l'étudie sous cet angle d'excentricité qui était très profond chez lui, ce qui, pour en tout cas ceux qui ont fait de l'économie, ne sautait pas aux yeux en lisant ces livres quand même très sévères, les portraits de lui. Voilà, j'ai donc réuni, puis bien sûr, tout un tas d'artistes, de mécènes,
j'ai montré comment tous ces gens se fréquentaient beaucoup. Il y avait une espèce de fourmillement d'idées, qu'ils s'enrichissaient tous mutuellement, et que Keynes, par exemple, à la fois était un très grand économiste qui a révolutionné les politiques économiques publiques, mais qui a joué un grand rôle dans le mécénat, qui a créé des systèmes de financement de l'opéra de Covent Garden, l'opéra de Londres, qui a permis à des jeunes artistes faméliques de labelliser leur œuvre de manière à ce que des collectionneurs puissent se dire si un certain nombre de grands peintres disent que tel artiste, etc., c'est qu'il vaut sans doute quelque chose. Voilà, enfin, tous ces gens ont été extraordinairement foisonnants, non seulement dans leur domaine de prédilection, mais aussi souvent en matière d'échanges artistiques et culturels. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition de l'excentricité, en tout cas l'excentricité à l'anglaise? L'excentricité à l'anglaise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est chez des gens qui maîtrisent totalement les normes, s'affranchir de telle ou telle de ces normes. Donc il faut maîtriser le cadre pour mieux le dépasser. Finalement, c'est un peu l'exception confirme la règle, si on veut reprendre une phrase typiquement française. C'est des gens qui sont très normés. Il faut bien voir que l'époque dont je parle, c'est la fin du victorianisme, c'est-à-dire 50 ans d'une morale très rigoureuse qui s'applique au monde de la littérature, au monde de la peinture, etc., d'une société très corsetée, et que ces gens dont je parle sont des gens qui apparemment peuvent apparaître aussi corsetés que leurs parents ou leurs grands-parents, mais qui vont, et souvent dans le domaine artistique, outrepasser les règles qui étaient celles de la tradition britannique. Mais c'est ce qui fait avancer aussi en termes de culture. C'est précisément ce qui fait avancer. C'est pour ça que chacun a apporté à sa discipline. Il y a un exemple qui est simple. La peinture victorienne, c'est le pré-raphaélitisme qui va durer jusqu'au début du XXe siècle. Et l'Angleterre restera extrêmement fermée à tous les courants continentaux. L'impressionnisme sera introduit précisément par un excentrique anglais, Roger Fry, du Bloomsbury, par les premières expositions qu'il organise en 1910 à Londres. 1910, vous voyez, par rapport à l'impressionnisme, c'est extraordinairement tardif. Mais c'était justement des gens qui ont brisé un peu un certain nombre de ces règles de la société victorienne. Vous imaginez comment l'introduction de la psychanalyse dans un monde qui était d'une très haute moralité, en tout cas qui affichait une très haute moralité, comment l'arrivée de la psychanalyse, là aussi dans les années 20, grâce au Strachey, va bousculer un certain nombre de ces règles très établies. Mais comme tous ces gens sont extraordinairement bien élevés, très conformistes, très attachés à l'Empire britannique qui est à son apogée, eh bien tout ça passera. Et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi grâce aux Anglais, à leur excentricité, qu'on a eu les Beatles, Elton John, David Bowie? C'est les dernières secousses de l'excentricité anglaise. Parce qu'il y a tout un tas d'évolutions sociologiques qui font que c'était quand même vraiment l'essence d'une classe supérieure, essentiellement très aristocratique, d'un pays qui dominait le monde à travers son empire. Et qu'au fur et à mesure qu'il y a un certain déclin aujourd'hui, de l'Empire britannique, ça c'est clair, mais même de l'Angleterre, et a fortiori de l'aristocratie qui l'a dominé dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique, l'excentricité va devenir plus banalisée. Et les exemples que vous citez, effectivement, dans le rock, par exemple, sont totalement pertinents. D'ailleurs, je vous parlais de Cecil Beaton, qui aurait été vraiment le photographe des années 20 aux années 70 de toute l'excentricité britannique. Les derniers personnages auxquels il s'attache, c'est notamment Mick Jagger. Oui. Qu'il a abondamment représenté dans sa jeunesse, évidemment. Écoutez, c'est passionnant. Donc moi, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à lire votre livre, donc Anglais excentrique de Thierry Coudert, aux éditions Talendier. Et j'invite les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent en direct aujourd'hui, le 5 décembre, à venir nous retrouver jusqu'à 18h dans le hall, retrouver les livres sur le stand de la librairie Périple pour pouvoir les acheter, les faire dédicacer par les auteurs qui ont la gentillesse d'être présents aujourd'hui. Et vous pouvez également aller voir Christine Zima qui fait son exposition de peinture à côté du piano, à côté du café. Voilà. Merci beaucoup Thierry Coudert. Merci. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24h sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.